Donc, le prochain bloc, c'est les défis, limites et enjeux de la recherche qualitative pour engendrer des changements sociaux. Donc, on a déjà vu cette thématique dans le plénière donné par le professeur Pierre Min. Donc, c'est bon, on va avoir ce bloc ce matin. Donc, il y a un peu de changement dans ce bloc. La deuxième présentatrice est pas ici ce matin, donc on va avoir 2 présentations de plus données par le professeur Olivier Ferlat, puis données par une étudiante, David. Mais on va commencer aujourd'hui avec Simon et Maryse sur les dialogues citoyens comme justice transformative. Merci. Bonjour tout le monde, je me présente Simon, je suis coordonnateur dans le fond du projet de recherche qu'on va vous présenter aujourd'hui. Je suis accompagné de Marie Soulière qui est professeure à l'École de travail social, en travail social évidemment. Puis impliquée dans le projet qui sont malheureusement pas avec nous aujourd'hui, on a Flavie Perron qui est une étudiante de Maryse qui termine sa maîtrise en travail social, qui agit comme assistante de recherche sur le projet. Puis on a Geneviève Lamotte, une ancienne étudiante de Maryse aussi, qui est aujourd'hui travailleuse sociale puis qui a été impliquée comme utilisatrice des connaissances dans le cadre de notre projet. Alors, ça nous fait très plaisir d'être ici. Merci beaucoup. Nous, aujourd'hui, on va vous présenter quelque chose de peut-être un peu différemment, c'est-à-dire que le projet de recherche, au départ, a été pensé comme un projet un peu plus traditionnel, je vais le dire comme ça. Et puis, en cours de route, sous l'initiative d'ailleurs de Simon, on a vu passer une opportunité qui nous a, en tout cas, qu'on s'est dit, il y a peut-être quelque chose là qu'on pourrait essayer de mettre un peu à notre couleur, à notre main, pour essayer d'aller chercher un petit peu plus la perspective citoyenne dans notre projet de recherche. Donc, en fait, l'idée de départ, c'est que pour transformer le social, quand il y a des projets de société, quand il y a des thématiques qui font débat, qu'il y a des réflexions sociales autour de certains enjeux, bien, ça concerne finalement d'abord et avant tout les citoyens. Et que donc, la recherche, finalement, on a je pense, une responsabilité par rapport à ça, parce que la recherche, ça aide finalement à saisir, à comprendre, à expliciter finalement des phénomènes qui peuvent être assez complexes, mais qu'on a donc cette responsabilité-là d'engager, d'aller chercher, de prendre en compte la perspective citoyenne autour de ces débats sociaux. Et donc, on était parti de l'idée qu'un dialogue, d'aller chercher cette perspective citoyenne-là, ça impliquait donc un dialogue et que ça nous amène à aller au-delà et on faisait le lien avec la présentation de ce matin, là, dans l'introduction de notre présentation. J'aimais ça aussi, c'est-à-dire que l'idée d'un dialogue, c'est qu'il y a 2 personnes qui parlent, ou en tout cas, pas juste, il y a 2 côtés qui parlent. Et donc, de faire de la recherche un peu top-down, de dire, ben nous, on va faire notre recherche de notre côté, on va aller chercher les données, on va revenir, on va les analyser de notre côté, puis on va venir vous les expliquer après. C'est pas un dialogue. Et donc, il faut que les chercheurs parlent et qu'ils écoutent aussi. Donc, il faut que ça aille dans les 2 sens. Le projet, donc, qu'on va vous présenter, je vous mets un peu la mise en contexte. Le projet s'intéresse à l'aide médicale à mourir, tout particulièrement à l'élargissement des critères d'accès à l'aide médicale à mourir. Donc, on a une loi qui a été adoptée en juin 2023 qui devrait entrer en vigueur d'ici juin 2025. On entend entre les branches que ce serait peut-être avant ça, plus tôt, mais au plus tard en juin 2025. Et en fait, ce que ce projet de loi-là est venu amener, jusqu'à maintenant, pour avoir accès à l'aide médicale à mourir, la personne devait être capable de donner son consentement, de dire « oui, c'est bien ça que je veux », jusqu'à la toute fin. Il y avait déjà un peu une brèche, là, si on avait fait déjà la demande d'aide médicale à mourir et qu'on perdait la capacité de consentir, entre autres, à cause de médication contre la douleur, etc., on pouvait signer un papier, etc., y avoir encore accès. Mais là, ce projet de loi-là fait qu'une personne qui est apte, qui reçoit un diagnostic d'Alzheimer, maladie connexe, au moment où elle est apte, pourrait faire finalement une demande anticipée. Donc, de dire, si un jour,
je présente tel symptôme, telle situation, je ne reconnais plus mes enfants, etc., considérer que c'est un consentement et enclencher une demande d'aide médicale à mourir pour moi. Évidemment que je devrais alors rencontrer les autres critères. On devra être capable d'évaluer qu'il y a une souffrance, qu'il y a tout ça. Mais la partie consentement, donc, serait comme donnée à l'avance par la personne qui définit à quel moment elle voudra le recevoir. Et donc, c'est un projet, pour finir la mise en contexte, le projet de loi est venu suite à des pressions citoyennes à la base. Il y a eu un mouvement citoyen, entre autres, mené par une dame que peut-être là, vous avez vu passer, qui a été très active aux nouvelles, etc., qui, elle, est atteinte d'une forme précoce d'Alzheimer et qui a beaucoup milité pour que ce projet de loi-là passe. Et donc, c'est nouveau, c'est une situation sociale qu'on n'a jamais connue au Québec, qui existe présentement seulement aux Pays-Bas, l'équivalent. Et donc, le Québec, là, on est dans vraiment une période de changement par rapport à ça. Et ce changement-là, au départ, a été initié par les citoyens, une citoyenne en particulier qu'on a beaucoup vu qui a pris un peu le flambeau de ça. Et donc, je laisse Simon vous présenter un petit peu le projet général et comment, comme je disais, on a pris là, une voie de contournement, une voie parallèle, je dirais, pour aller chercher un peu plus la perspective citoyenne. Merci, Maryse. Alors, le projet de recherche, au départ, ça se voulait un projet à 2 volets. Le premier qui se passe aux Pays-Bas, parce que, comme a dit Maryse, c'est quelque chose qui se fait déjà, les demandes anticipées d'aide médicale à mourir. Et donc, on voulait vraiment aller rencontrer des personnes d'intérêt là-bas. Puis on a présenté les défis d'une telle méthodologie à l'international lors de l'édition passée du colloque. Fait qu'au final, on a seulement réussi à recruter une médecin qui nous a parlé de son expérience entourant les demandes anticipées d'aide médicale à mourir, selon un récit pratique. Fait qu'on voulait vraiment qu'elle nous raconte la situation dans laquelle elle a été impliquée, puis nous donner un peu les aperçus très concrets de cette situation-là. Puis on est aussi allé combler là, nos données avec des conversations avec des informateurs clés, donc notamment des médecins qui étaient un peu dans l'équivalent du collège des médecins aux Pays-Bas, des personnes des groupes d'intérêt, etc., pour qu'ils viennent nous donner leur perspective sur l'enjeu. Fait que ce volet-là est conclu. Puis on est maintenant là en train de commencer notre volet 2 au Québec. On veut faire des focus groups avec des intervenants ici, où on va leur présenter nos données du volet 1 pour voir un peu leur perspective, comment est-ce que ça peut se faire au Québec, qu'est-ce qu'on peut apprendre dans le fond, dans le but, au final, d'établir des recommandations cliniques pour l'encadrement des demandes anticipées. Donc, la voie de contournement que Maryse mentionnait, c'est une opportunité des IRSC d'un concours de subvention pour faire des cafés scientifiques. Le but de ces cafés scientifiques-là, nos objectifs, c'était tout d'abord, évidemment, de diffuser nos données de recherche au public général, donc ceux qui proviennent du volet 1 de notre recherche, mais on ne voulait pas non plus s'arrêter là, puis on voulait vraiment prendre cette opportunité pour créer une discussion entre chercheurs, utilisatrices de connaissances, donc Geneviève qui est impliquée, puis le public général. Puis pour s'assurer de vraiment créer ce dialogue-là, bien, ce qu'on voulait faire, c'est collecter des données de recherche par les cafés scientifiques. Donc, vraiment d'avoir cette conversation-là avec le public, puis notre assistante de recherche, Flavie, qui va vraiment prendre en note les perspectives des citoyens, leurs questionnements, qu'est-ce qui est clair, qu'est-ce qui choque, qu'est-ce qui est correct dans ce qui se fait, pour teinter nos analyses du projet de recherche de base, si on veut. Fait que vraiment, beaucoup d'importance est accordée là, à ce dialogue. Donc, les cafés scientifiques sont au nombre de 4 à travers le Québec, donc Montréal-Québec, puis on en a déjà réalisé 2, un à Gatineau, puis un à Sainte-Agathe. Puis comment ça se déroule? Donc, c'est premièrement, on a notre utilisatrice de connaissances qui va nous faire le portrait de la situation de l'aide médicale à mourir au Québec,
Donc, qu'est-ce qui se passe actuellement? C'est quoi les critères d'éligibilité? Puis, quels sont les changements à venir avec le projet de loi 11 et les demandes anticipées? Par la suite, on a Maryse qui nous présente les données de recherche du volet 1. Donc, c'est quoi les enjeux, c'est quoi les réalités là-bas? Puis, dans le fond, qu'est-ce qu'on peut, à quoi on devrait réfléchir? Puis, par la suite, avec ces présentations-là, ben, on a vraiment du temps de parole là, de à peu près 1 heure avec l'auditoire pour vraiment aller chercher leur perspective. Puis tout au long du café, là, on a l'assistante de recherche qui va prendre en note, là, comme je mentionnais, les échanges qui sont intéressants. Donc, quelques pistes de réflexion à la suite de nos cafés qui viennent là, de nos participants et qui mentionnaient là, le besoin d'avoir le temps et l'espace du mourir. Que l'aide médicale à mourir, c'est pas seulement un soin à un moment T, c'est toute une démarche qui demande du temps et un espace. C'est pas quelque chose qui peut être rushé, c'est quelque chose qui doit être fait lentement avec écoute. Il mentionnait aussi beaucoup le besoin d'accompagnement des patients, des proches, parce que, et ce, peu importe si la demande est acceptée ou refusée, parce qu'il faut se rendre compte de l'évidence que quand il y a une demande d'aide médicale à mourir qui est faite, c'est nécessairement associé à une souffrance qui mérite d'être entendue, écoutée et soutenue. Puis aussi, un point intéressant avec les demandes anticipées d'aide médicale à mourir, c'était encore une fois le besoin d'inclure les proches dans la démarche quand c'est possible, quand c'est voulu, parce que, étant donné que c'est anticipé, bien, on a le temps de pouvoir les inclure, de pouvoir avoir cette démarche-là. Quelques questionnements qui restaient là, par rapport aux participants, c'était le besoin d'informations factuelles et crédibles, qui fait le lien là, avec le fait qu'il y a beaucoup de désinformation, puis des fois pas fait de manière intentionnelle, mais juste parce que c'est quelque chose qui est quand même très complexe. Puis on le sait aussi, la législation entre le Québec et le reste du Canada n'est pas la même. Donc, des fois, on peut entendre des choses qui vont être vraies pour le reste du Canada, mais qui ne seront pas vraies pour le Québec. Par exemple, l'aide médicale à mourir quand le seul critère clinique, c'est une maladie de santé mentale. Au Québec, on ne va pas de l'avant. Dans le reste du Canada, on va y aller quand ton seul problème sous-jacent, c'est de la santé mentale. Puis on parlait aussi là, de la complicité, justement, du consentement venu le moment là, de donner l'aide médicale à mourir. Comment est-ce qu'on sait si on est vraiment rendu au moment voulu par le participant, etc. Fait que je vais laisser Maryse continuer. Oui, je vous conclue ça rapidement parce que j'ai vu la pancarte fin. En fait, tu sais, ce que ça montre, c'est que nous, ce qu'on a voulu, c'est d'essayer de démocratiser le processus de recherche où on avait été rencontrer des gens quelque part qui nous avaient présenté des défis qui sont, soit dit en passant, très importants parce que la réalité aux Pays-Bas, c'est que c'est possible de le faire, mais une fois que la demande arrive, la majorité des demandes sont refusées. Donc, concrètement, c'est possible de faire des demandes anticipées, mais ça devient tellement complexe qu'au final, c'est toujours refusé. Donc, il y a vraiment quelque chose là qui nous semblait important d'aller après retourner aux citoyens, parce que je vous disais, le projet de loi est parti des citoyens. Là, tout le monde en tout cas tout le monde, ceux qui ont fait ces pressions-là pour que ça passe sont contents, ils ont réussi, ils se disent, bon, maintenant, on va y avoir accès. Et au final, nous, on arrive avec des données qui disent, ben non, finalement, concrètement, tu peux signer ton papier si ça te tente, mais au final, ça se passe pas. Et donc, on essayait de faire ça. Un dernier mot, c'est très difficile. Le café à Sainte-Agathe, j'ai aucune fierté en le disant publiquement, là. Il y a 0 personnes qui se sont présentées. Et c'est pas que la publicité, qu'on n'avait pas mis les efforts. Notre utilisatrice des connaissances avait utilisé ses réseaux professionnels à l'interne, en plus de, tu sais. Donc, on avait mis beaucoup d'accent. Les gens ne se présentent pas nécessairement. Et donc, je pense que ça aussi, c'est une difficulté. On parlait des dialogues de sourds, les gens qui se comprennent pas. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui fait que à Gatineau, ça avait marché, Montréal et Québec, on espère aussi. Mais il y a vraiment des défis quand même si on essaie de développer des choses, d'aller chercher, est-ce que les gens vont embarquer?
Si oui, pourquoi? Sinon, pourquoi ce refus? Fait qu'on est dans ces réflexions-là, finalement. Est-ce que nous, de notre côté, il y a des choses qu'on devrait faire différemment, etc. Voilà. Donc, la deuxième présentation va être donnée par Olivier Ferlat sur mobiliser autrement la recherche participée avec les arts. Alors, bonjour. Moi, je suis arrivé ce matin, puis je devais juste faire le mot d'introduction. Fait que j'étais vraiment relax et j'avais bu très peu de café. Donc, maintenant, j'ai dû me caféiner et préparer quelque chose pour remplir un petit trou. Donc, soyez indulgents avec ma présentation aujourd'hui parce que je m'étais vraiment pas préparé avant. Je commençais à me préparer il y a 30 minutes. Donc, aujourd'hui, moi, ce que je vais vous parler, c'est d'expression artistique et d'art, et comment l'art peut nous aider à aller plus loin dans la recherche qualitative, mais particulièrement dans la recherche participative et communautaire. Donc, comme plusieurs d'entre vous, je suis vraiment un adepte de la recherche participative. Je pense qu'elle est primordiale pour s'assurer que la recherche ne marginalise pas davantage les communautés, qu'elle tienne en compte des réalités du terrain et qu'elle amène des solutions concrètes qui vont être soutenues par les communautés. Et surtout, les approches communautaires et participatives sont souvent émancipatrices et permettent de renforcer les capacités des communautés. Et je pense que pour les chercheurs des milieux académiques qui pratiquent ce type de recherche-là, je pense qu'elle fait de nous de meilleurs chercheurs et aussi de meilleurs humains. Donc, je vais vous parler d'art, comme j'ai dit. L'art, moi, ça fait très longtemps là, que je m'intéresse à l'art en général. Je suis un grand consommateur d'art. L'art a le potentiel, je pense, de créer vraiment un effet immédiat, mais à la fois permanent chez les individus. Elle peut capter l'attention en un instant, peut nous provoquer, nous transporter. Notre réponse à l'art peut être viscérale, émotionnelle et psychologique bien avant d'être intellectuelle. Des recherches même dans le domaine de la neuroscience démontrent que l'art a un potentiel indéniable d'engagement, mais aussi de laisser une impression indélébile, mais aussi un pouvoir d'éducation très important. Et je pense que c'est ce pouvoir-là qui peut vraiment venir transformer comment on peut faire de la recherche. Et je vais vous donner quelques exemples de ma recherche. Et je fais ça de façon vraiment humblement. Donc, je ne me considère pas un expert en recherche artistique, mais j'ai mobilisé beaucoup l'art dans plusieurs projets de recherche. La photo que vous voyez en ce moment, en fait, c'est un tableau qui est issu d'un projet de recherche sur le suicide dans les communautés gays et bisexuelles que j'avais conduit lors de mon stage postdoctoral en Colombie-Britannique. Et ce que j'ai pu remarquer à travers mes expériences en exploitant l'art, c'est qu'elle nous permet vraiment de faire la recherche de façon différente, qu'elle nous permet aussi de poser des nouvelles questions et de développer des nouvelles connaissances qui sont inédites. Que ça nous permet vraiment d'amener des nouvelles perceptions du monde, ça nous permet des nouvelles possibilités de penser, mais aussi de communiquer. Donc, les approches artistiques existent à l'intersection de l'art, mais aussi des sciences, deux domaines qu'on a souvent vus en opposition. Par contre, ces deux domaines qui partagent vraiment un désir d'explorer, d'expliquer et de représenter les aspects de l'expérience humaine. Donc, les approches artistiques sont multiples, photos, danse, collage, vidéo. Et c'est ça. Donc, le premier argument que j'aimerais faire dans ma présentation, c'est que l'art permet, parce qu'elle nous sort vraiment des cadres vraiment rigides de la recherche, de faire des nouvelles découvertes et des nouvelles connaissances. Donc, l'art a vraiment le potentiel d'aller chercher des émotions habituellement inaccessibles en recherche. Une chose que je pense qu'on n'a pas toujours été bon en recherche, particulièrement en recherche en santé publique, même dans les recherches qualitatives, c'est dans l'exploration complexe des identités. Par exemple, moi, je m'intéresse beaucoup au genre et à la sexualité. On n'est pas capable d'aller chercher ces domaines identitaires-là dans toute leur complexité. Les outils qu'on a à notre portée ne tiennent pas vraiment en compte les aspects complexes de ces identités-là, ne reconnaissent pas le caractère fluide aussi et changeant de ces identités-là, comment les gens peuvent embrasser leurs identités, mais aussi les résister.
Même dans les entrevues qualitatives, les participants n'ont pas toujours les mots exacts pour parler de leur relation à leurs identités. Avec mon laboratoire de recherche, on a conduit une étude qui s'appelle Cannapix, qui est une étude sur la consommation de cannabis chez les jeunes de la communauté LGBTQ+, des jeunes de 15 à 24 ans. Et on leur a demandé de prendre des photos de leur expérience en lien avec leurs identités et leur consommation de cannabis. 46 jeunes avaient participé à l'étude, donc vous voyez un exemple ici. Et ce qu'on a vu avec notre expérience, c'est que vraiment le projet leur donnait l'opportunité de prendre des photos. Ça leur a permis d'explorer le genre et la sexualité dans toute leur complexité, en tant que performance et non comme une catégorie préétablie et fixe. Que le photo-voile, l'approche d'utiliser la photo, facilitait cette exploration de la performance identitaire à travers la mise en scène d'éléments singuliers ou même comme l'utilisation de métaphores ou de fils, comme sur la photo ici, d'une personne qui a mis un filtre arc-en-ciel pour parler de son identité. Donc, la photo avait été prise dans une situation de consommation en contexte festif, par contre. À première vue, peut-être qu'on peut penser que la photo, à cause de l'arc-en-ciel, voulait évoquer la fierté, mais quand on apportait aussi la combinaison du narratif à la photo, ce qu'on pouvait vraiment identifier, c'est que le cannabis pour cette personne-là était un outil de connexion avec autrui, mais aussi un outil de guérison. Et souvent, c'était utilisé dans des contextes avec d'autres personnes de sa communauté. Donc aussi, dans la photo, quand Selma nous l'a décrit, la participante, ce qu'on voyait, c'est que l'orientation sexuelle ne se manifestait pas nécessairement dans le nommer ou dans le dire, mais s'incarnait vraiment dans l'être. La photographie lui a permis de représenter les éléments de sa sexualité, mais sans nécessairement les expliciter. Donc, l'image a été manipulée pour signifier des éléments et des codes qui se manifestaient dans ces contextes de consommation qui étaient festifs. Et c'était les seuls contextes dans lesquels elle aussi identifiait que son orientation sexuelle était célébrée. Une autre possibilité des recherches artistiques, c'est qu'elle nous permet de mettre en question des stéréotypes. Et encore, voici un exemple de notre projet Cannapix. Donc, souvent, quand on pense aux jeunes qui fument du cannabis, on a un peu l'image du poteux qui est chez lui puis qui fume pour s'oublier, pour ne pas penser à ses problèmes puis pour être complètement amorphe ou, en anglais, on dirait numb. Mais quand on regarde la photo et on pense aussi à la citation, ce qu'on a pu remarquer dans notre étude, c'est que le cannabis était décrit non comme un outil pour s'effacer, s'oublier, mais c'était vraiment un outil d'introspection. C'était quelque chose que les jeunes consommaient pour améliorer leur pensée, se transformer et se sentir plus présents. Donc, c'était vraiment pour une motivation première, l'introspection, donc un examen de leurs processus mentaux et émotionnels pour mieux se comprendre. Donc, l'usage du cannabis comme un outil d'introspection vient un peu contredire ce qu'on entend habituellement sur l'usage du cannabis chez les jeunes et surtout ce qui est représenté en recherche. Aussi, un autre avantage qu'on a vu qu'on peut voir avec les images artistiques, c'est que je pense qu'elles nous permettent d'avoir une vision beaucoup plus holistique des enjeux desquels on étudie. Je pense que ceci peut être évident même dans les exemples que j'ai présentés avant, mais aussi ce qui est intéressant, c'est que ça nous permet d'avoir peut-être une approche qui est plus axée sur les forces et la résilience des personnes qu'on étudie. Donc souvent, particulièrement en santé publique, on parle de ce qui ne va pas, ce que les gens font mal, ce que les gens devraient faire puis qu'ils ne font pas. Donc on est beaucoup dans une approche déficitaire. Et je pense que plusieurs communautés ont vraiment été stigmatisées par la recherche dans le passé, justement, parce qu'on a trop mis en avant ce qui allait mal puis ce qui ne marchait pas, puis qu'on n'a pas assez mis de l'avant leur force, leur résistance puis leur capacité à s'émanciper. Donc, et ça peut être très dur, ceux qui ont essayé de faire de la recherche sur la résilience sur des sondages ou même des entrevues, ça peut être un peu difficile. Donc, ce que vous voyez ici, c'est une photo qui a été prise dans une étude qu'on avait faite avec les aînés au début de la pandémie, donc à l'été 2020. Et c'était une époque où il y avait beaucoup de discours dans les médias qui parlaient des aînés comme étant fragiles, vulnérables, puis qui devaient dépendre
des autres pour leur santé puis pour leur bien-être pendant la communauté. Donc ici, on a une participante qui parle beaucoup, qui a pris une photo de elle avec une spears, je ne sais pas comment on appelle ça en français, une lance. Donc, elle est armée pour affronter le virus. Et en fait, maintenant, c'est intéressant parce que quand on parle plusieurs années plus tard de la COVID, on se rend compte que les aînés, en fait, c'est eux qui ont eu le moins d'impact sur leur santé mentale et leur bien-être. C'est sûr que plusieurs sont décédés dans les premières années de la COVID, mais on sait aussi qu'ils ont fait preuve d'énorme résilience pendant la COVID. Donc, illuminer la résilience, c'est aussi quelque chose qui est au cœur d'un de nos projets en ce moment qu'on fait dans notre labo. Ce que vous voyez ici, c'est une formation que l'on a eue avec des participants du programme Jeunes chercheurs queer qui est dans mon laboratoire. Donc, vous allez en entendre un peu plus parler parce que certains vont faire une présentation cet après-midi. Et ce qu'on a pu remarquer, c'est qu'on a fait un projet self-film avec eux, donc qui mobilise une approche visuelle où on demande aux jeunes de prendre un vidéo à l'aide de leur téléphone cellulaire. Et ce qu'on a vu, c'est que l'art peut vraiment devenir un acte de résistance. Dans ce projet-ci, c'était important pour les participants, mais aussi les jeunes chercheurs avec qui on travaillait, de voir leur communauté représentée de façon positive. Et plusieurs voyaient l'opportunité de participer dans ce projet-là comme une façon de faire connaître leur réalité, mais aussi de peut-être obtenir un regard qui avait plus de compassion pour leur réalité. Aussi, je pense que c'est important de dire que ça transforme la façon dont on fait la recherche. Et ça, je pense que c'est important comme chercheur. On ne se pose pas souvent la question, c'est quoi l'expérience de nos participants? Et moi, je pense que si les participants viennent à notre recherche puis on leur pose des questions plates, mais ça va être plate pour eux. Et je ne pense pas qu'ils vont nous dire de l'information que nous, on va trouver intéressante à la fin. Donc, ça vient changer le processus de recherche. Et dans plusieurs de nos projets, que ce soit Canapix ou dans notre projet Selfim, qu'est-ce qui est important, c'est que les gens viennent puis nous disent « Wow, j'ai vraiment aimé ma participation » et s'engagent de façon différente. Et plusieurs nous disent qu'ils n'avaient jamais participé dans des projets de recherche auparavant et que justement, ce qui a fait qu'ils se sont lancés dans ce projet-là, mais c'était le fait qu'ils allaient pouvoir s'exprimer et d'être créatifs. Finalement, un autre avantage que je veux mettre de l'avant, c'est que ça permet vraiment de mettre de l'avant la voix des communautés, leur message et leur propre représentation au centre de la recherche. Souvent, ce qui est partagé par un projet de recherche, ce n'est pas la perspective vraiment des participants telle qu'elle est. Elle a passé par un filtre, le filtre du chercheur. Cette volonté de faire entendre les voix des communautés est centrale à un de nos projets qu'on appelle ChemStory. ChemStory s'intéresse au chemsex, qui est la consommation sexualisée chez les hommes gays bisexuels. L'idée du projet nous est survenue parce qu'il y a beaucoup de débats sur qu'est-ce que la santé publique devrait faire en lien avec cette problématique-là, ou est-ce même une problématique, on pourrait débattre de ceci. Mais ce qu'on voyait avec nos partenaires communautaires, c'est qu'il y avait beaucoup de débats sur qu'est-ce qu'on devrait faire, qu'est-ce qu'on devrait mettre en place, mais on entendait très peu la voix des personnes concernées, des personnes qui ont une expérience de chemsex. Et c'est ce qu'on a voulu mettre de l'avant avec ce projet-ci. Alors, dans notre projet, au lieu de faire des entrevues traditionnelles, on donne une formation en balado-diffusion à nos participants. Donc, ils viennent à une formation, où ils apprennent c'est quoi un balado, comment on fait un balado, comment on enregistre un balado et comment on fait le montage d'un balado. Et après, on leur dit, fais-nous un balado. Et après, on leur donne carte blanche. Ils peuvent parler de ce qu'ils veulent, ils peuvent utiliser le ton qu'ils veulent. La seule contrainte qu'on leur dit, c'est qu'il faut qu'ils parlent de leur expérience personnelle. Donc, c'est un projet assez unique. Il existe des balados sur ce sujet-ci, mais ce qui est unique à propos de notre projet, c'est que vraiment, c'est les participants eux-mêmes qui ont créé leur balado. Donc, le dernier avantage que je veux mettre de l'avant, c'est que les arts aussi offrent des opportunités intéressantes de transfert de connaissances et de mobilisation communautaire. Bon, par exemple, ici, vous voyez, on a eu une exposition de notre projet Canapix. Et en passant, si vous vous ennuyez dans le lunch puis vous ne voulez pas rencontrer personne, malgré qu'on vous encourage à rencontrer, les photos du projet Canapix sont exposées si vous sortez ici dans le couloir
à votre droite. Donc, vous pouvez aller voir les photos. Et donc, on avait fait un événement communautaire où les participants, les gens étaient venus échanger autour des photos. Et aussi, notre balado de Chemstory est aussi disponible sur les plateformes. Et je peux vous dire qu'on a lancé notre balado en juin et on a plus de 8000 personnes qui ont qui ont écouté notre balado. Et je pense que ceci est peut-être plus que tous mes articles scientifiques combinés ensemble. Donc, je vais m'arrêter là-dessus. J'espère que vous avez trouvé intéressant, que vous n'êtes pas trop outrés, que je me suis inséré dans le programme de la conférence. Je voudrais remercier mes bailleurs de fonds et mon équipe Collab, dont plusieurs sont ici et ont travaillé à faire avancer ces projets de recherche-ci. Donc, la dernière présentation avant dîner, ça va être donné par David Otis, un étudiant ici à l'ESPUM. Il va donner une présentation sur l'accès aux soins mentaux dans le contexte de le projet Canapix. Bonjour tout le monde, merci beaucoup. Je m'appelle David Ortiz, je suis étudiant au doctorat ici à l'ESPUM. Et voilà, aujourd'hui, je vais vous présenter un peu un exemple de ce qui est les photovoix, une analyse qu'on a fait dans le cadre du projet Canapix. Et le projet s'intitule « L'accès aux soins de santé mentale pour les jeunes de la diversité sexuelle et des genres qui consomment du cannabis au Québec ». Voilà, donc, on sait qu'il existe des données qui montrent comment la consommation du cannabis est parfois associée à des problèmes de santé mentale, notamment la dépression, l'anxiété, des troubles psychotiques et aussi des troubles de la personnalité. Dans le contexte de la communauté, donc on sait aussi que la consommation est beaucoup plus élevée. En fait, les gens de la communauté consomment entre 2 et 3 fois plus que les personnes hétéros ou cisgenres. Aussi, les gens sont beaucoup plus à risque des problèmes de santé mentale. Donc, dans ces contextes, on sait que ce sont des personnes qui ont beaucoup plus de risques de subir les méfaits associés à la consommation du cannabis. Donc, c'est un peu dans ces contextes où on a décidé de faire cette analyse. L'objectif général, c'était de comprendre les expériences et les perspectives de consommation de cannabis chez les jeunes de la diversité sexuelle et des genres à l'intersection de la santé mentale. Donc, la question de recherche, c'était quelles sont les perspectives, les besoins, les motivations des gens de la diversité sexuelle et des gens qui consomment du cannabis lorsqu'ils tentent d'accéder et utiliser les services de soins de santé mentale au Québec. Donc, pour répondre à ces questions, on utilisait la méthode du photovoix. Donc, on a demandé aux participantes de prendre des photos en relation avec leur consommation du cannabis, aussi leur santé mentale et leurs expériences d'accès aux soins de santé mentale. Ensuite, les participantes ont discuté les photos lors des entretiens avec 3 pairs-chercheurs. Donc, on a eu 46 participantes. L'âge moyen était de 22 ans. 2 tiers des participants consommaient du cannabis soit tous les jours ou plusieurs fois par semaine. Et puis, presque 60% avaient un diagnostic de santé mentale étant l'anxiété le diagnostic le plus souvent signalé. Quant au genre, presque la moitié s'identifiait comme cisgenre et un quart comme personne non binaire. Ensuite, pour l'orientation, la plupart des gens s'identifiaient comme queer. Donc, pour les résultats, on a 4 thèmes. Donc, pour le premier thème, ça s'appelle « Les besoins des soins de santé mentale qui favorisent l'introspection ». Donc, en effet, les participants ont partagé leurs besoins et leurs désirs de services de soins en santé mentale qui facilitent un processus d'introspection. Mais qu'est-ce que ça veut dire l'introspection ici? C'est une construction d'identité personnelle qui tient compte de leur identité de genre, mais aussi leurs problèmes de santé mentale et leurs problèmes de consommation. Donc, juste ici un exemple, c'est ces photos où on voit un miroir avec une face triste, mais aussi, tout dépendamment de la perspective, c'est aussi une face qui peut être souriante. Donc, c'est une photo qui a été prise par Emma, ce sont des pseudonymes, qui présentent une image qui montre comment le fait d'avoir une perspective différente, celle d'un professionnel, lui a permis d'avoir une meilleure compréhension d'elle-même.
Donc, cette notion met en évidence la façon dont les participantes s'attendaient à ce que le service de santé mentale et les professionnels les aident dans leur processus personnel d'introspection. Cependant, la prescription des médicaments était souvent la seule solution ou la seule réponse proposée par les professionnels de la santé. Et c'est ça justement ce que Noah essaie ici de montrer dans ces photos. Donc, l'obtention des médicaments d'ordonnance pour Noah n'équivaut pas d'avoir accès à la santé mentale. Donc, par conséquent, lorsque les participants essayaient d'avoir accès aux services de santé mentale, au-delà des médicaments, ils cherchaient d'avoir une psychothérapie et une conversation pour mieux se comprendre et améliorer le processus d'introspection. Ensuite, on a trouvé un besoin d'avoir des professionnels de la santé bien informés et qui ne jugeaient pas les réalités des jeunes et la consommation du cannabis. Donc, les participants s'entendaient à trouver des fournisseurs de soins de santé mentale qui étaient ouverts, compréhensibles et qui étaient bien informés par rapport aux réalités des gens de la diversité sexuelle et des genres et aussi informés sur la consommation du cannabis. Néanmoins, les interactions de plusieurs participantes avec les professionnels de santé ont été affectées par un manque de compréhension pour faire face aux problèmes et réalités des gens de la communauté. Donc, par exemple, que ce soit la réalité des personnes non-binaires, mais même la bisexualité. Donc, ici, on a un exemple de Noah qui, en tant que comme trans, explique comment les professionnels de la santé mentale sont des fois mal informés par rapport aux réalités trans. Et ici, Noah nous dit, je ne veux pas devenir un gars, c'est que je suis un gars. Ce n'est pas une transformation, il y a vraiment beaucoup d'incompréhension avec les psychiatres et les psychologues. En ce qui concerne la consommation du cannabis, les participantes ont indiqué qu'elles voulaient une approche sans jugement et qui misait surtout sur la réduction des méfaits plutôt que des messages d'abstinence. Donc, on voit ici deux expériences opposées. À gauche, on a l'exemple d'Ange pour qui le seul message pour gérer sa consommation du cannabis était l'abstinence. Donc, il a littéralement soumis une photo toute noire pour montrer comment il se sentait face à cette approche. À droite, on a un autre exemple de Sacha qui reflète positivement et valorise la réception d'une approche de réduction des méfaits au lieu d'une approche d'abstinence. Ensuite, le prochain thème, c'est naviguer dans l'incertitude de l'expérience d'accès aux soins de santé mentale et les effets éprouvants. Donc, ce thème décrit comment les difficultés liées à l'accès aux soins ont eu des conséquences difficiles chez les participants et qui ont finalement eu une influence négative sur leur santé mentale. Donc, les participants, des fois, nous parlaient sur les difficultés, que ce soit économiques ou les délais d'attente qui revenaient souvent. Mais ici, on a un exemple de Lou. Donc, ça nous montre comment les expériences étaient souvent incertaines. Ensuite, les participants se sentaient perdus dans la navigation du système et ça avait des effets négatifs sur leur santé mentale. Donc, ici, dans ces beaux collages de Lou, on voit comment ils se sentaient perdus dans un contexte de pandémie avec des ressources de santé mentale qui sont souvent difficiles d'accéder. Ensuite, ici, on a l'exemple de Claude qui décrit son expérience d'accès aux soins comme un jeu de cartes. Et c'est ça justement ce qu'il a essayé d'illustrer ici. Où le seul élément qui est clair, c'est le RIT 11, soit les services de consultation téléphonique du gouvernement. Et ici aussi, le verre brisé essaie d'illustrer un peu comment les services étaient perçus comme brisés. Donc, ce thème montre comment ces difficultés d'accès sont traduites par des incertitudes et la confusion qui a un impact négatif en santé mentale. Parce que les participants souvent se sentaient perdus, seuls et découragés et tristes face à la navigation du système. Le dernier thème, ça parle de l'agentivité comme un déterminant de l'expérience d'accès.
Donc, les participantes racontaient les stratégies qu'elles ont adoptées pour faire face aux difficultés d'accès aux services de santé mentale. Donc, ce thème montre comment l'agentivité des participants a également façonné l'expérience d'accès. Donc, les participants ont souligné l'importance de la résilience, c'est-à-dire la capacité à surmonter les difficultés et de se remettre des expériences d'accès difficiles. Donc, ici, on a une citation de Charlie qui nous dit comment l'accès, ce n'est pas quelque chose qu'on obtient, mais qui nécessite vraiment une approche beaucoup plus active pour être créé. De même, Livia a discuté l'importance de la motivation pour briser les obstacles d'accès. Ici, on a un exemple de comment la consommation du cannabis était aussi souvent vue comme une option facile, accessible, rapide pour faire face à des problèmes de santé mentale. Donc, on a Livia qui est en train de consommer du cannabis pendant qu'elle attend un rendez-vous chez les psychologues. Donc, ça nous parle aussi du problème de délai d'attente. Donc, Livia décrit la consommation du cannabis comme une moyenne facile pour gérer ses symptômes de santé mentale et d'améliorer son humeur. Donc, ensuite, ce thème montre l'importance de l'agentivité et comment les participants ont cherché des stratégies pour naviguer dans une structure complexe d'accès aux soins de santé mentale. Donc, en conclusion, les photos et les analyses nous montrent l'importance de repenser les services de santé mentale pour aller au-delà de la prescription des médicaments et pour vraiment favoriser les processus thérapeutiques qui favorisent l'introspection. Et voilà, on est en train de dire aussi que les médicaments, oui, sont importants, mais ça devient plutôt complémentaire et à la base, c'est favoriser les processus thérapeutiques. Aussi, nos résultats nous montrent comment la santé mentale positive est importante, c'est-à-dire d'aller au-delà de penser la santé mentale comme l'absence d'un diagnostic psychiatre et plutôt aller vers une compréhension plus d'une santé mentale plus holistique et positive. Aussi, quant à la consommation du cannabis, ça nous parle aussi nos résultats de l'importance d'aller vers une approche de réduction des méfaits plutôt que de miser sur l'abstinence. Mais aussi, le résultat nous montre l'importance des changements structurels. Comme ça, les jeunes de la communauté ont moins besoin de vraiment aller chercher une résilience ou une agentivité pour créer leur propre accès. Notamment, ces changements structurels peuvent être, par exemple, de miser sur les services publics, les alternatives aux soins centralisés, aller plutôt vers la communauté, et puis l'importance d'une formation continue pour les professionnels de la santé. Puis finalement, les résultats nous montrent l'importance d'une dynamique d'ouverture, de communication et de confiance entre les professionnels de la santé et les jeunes de la communauté pour ainsi contrer les sentiments de stigmatisation. On a parlé ici d'une communauté qui est à la fois une minorité sexuelle des gens, mais aussi qui fait face à des problèmes de santé mentale et aussi qui consomme du cannabis. Donc, c'est ça, j'aimerais remercier tous les participants qui ont très généreusement partagé avec nous leur expérience sur des sujets souvent stigmatisés. Aussi, merci à l'équipe de recherche et finalement, merci pour votre écoute. Je vous invite à aller vers le QR code si vous voulez aller voir les photos. Voilà, merci beaucoup.